Sisteron, situé dans les Alpes de Haute-Provence, a joué un rôle stratégique important au Moyen Âge. Sisteron était une place forte des comtes de Forcalquier au XIe siècle, puis est devenue propriété des comtes de Provence. Elle servait de frontière nord pour ces derniers. La ville était un point de passage crucial sur la Durance, ce qui lui conférait une importance militaire et commerciale. Au plus fort de sa démographie, Sisteron était la 5e ville la plus peuplée du sud-est de la France, après Marseille, Aix et Arles, et au même rang que Nice. La ville a obtenu une charte communale au XIIe siècle, ce qui lui a permis une certaine autonomie politique. Cette position conduit à des fortifications très anciennes. En 1357, Jean Silvi, originaire d'Italie, prit en charge les fortifications. Pour lui donner plus d'ensemble et de régularité, on forma une commission de guerre. Il est vrai que la ville ne comptait que quelques rares et vieilles tours en bois carré qui n'étaient plus adaptées à la défense et à la sécurité de la cité. Les fortifications auxquelles depuis plus de 20 ans on ne cessait de travailler furent encore réparées et augmentées. Toutes les professions furent sollicitées, charpentiers, tailleurs, de pierre, ferronniers. Il en coûta des sommes énormes pour l'époque. En 1367, les États réunis assisteront décident l'abandon et la destruction des villages sans défense. Ils demandent aux habitants de se retirer dans les villes fortifiées. 5 faubourgs de Sisteron vont être détruits. Fort-Alprat situé au sud au niveau des aires publiques. Val-Gelée et Aire Saint-Jaume situés au nord de la cité. Faubourg de Saint-Étienne situé aux Combes. Fontchaude situé à Bourg-Rénaud. Les habitants seront relogés derrière les remparts au cœur de la cité. Les fortifications sont terminées. Du haut de ces murailles, Jean Silvi, l'Italien, peut regarder fièrement la Durance. Elles resteront debout pendant près de 400 ans. Découvrons-les. En 1350 seul le rempart supérieur de l'actuelle citadelle existait avec son beffroi sur la crête du rocher. Côté ouest, le rempart va venir s'y accoler. La tour du fort va s'aligner avec la tour des gendarmes, déterminant les fortifications. Entre ces deux tours nous trouvons 2 autres tours et surtout la porte des collèges qui s'ouvre sur le haut de la rue droite. Le côté sud va de la tour des gendarmes à la tour des Capucins. On y retrouve la tour de la Médisance et la tour Notre-Dame ainsi que la porte de Provence et la porte Sauve. Ensuite les fortifications plongent vers la Durance entourant le quartier Bourg-Rénaud. Côté est elle se raccorde à la porte du Dauphiné dont la tour principale est la tour de la Gardette qui garde l'entrée du pont de la Baume. Les troupes du fils du roi d'Angleterre étant proches d'Arles replongea Sisteron dans les alarmes. Il fallait à nouveau se défendre. Un meilleur système de fortification était devenu une nécessité. On entoura la ville d'un large fossé. L'entrée et la sortie des portes s'effectuaient à l'aide de ponts-levis. On résolut d'élever de nouvelles tours. En 1370, les habitants de la communauté de Sisteron se lancent dans la construction des tours et murs d'enceinte poursuivant le travail de Jean Silvi. Les tours aux formes arrondies et saillantes offrent moins de prise aux machines de guerre. Elles sont hautes de plus de 40 mètres. Placées à une distance qui ne dépasse pas la portée d'un arc, ainsi les tours se prêtent un mutuel appui. Elles communiquent entre elles par des galeries en bois adaptées aux remparts. Les tours avaient une toiture en dalles, en tuiles ou en planches. Les tours sont ouvertes à la gorge, permettant les approvisionnements en hommes et matériel. Pendant que les travaux s'exécutaient avec la plus grande activité, le maître des trabucs fit dresser 6 balistes à tours. Elles pouvaient lancer des pierres, pièces de bois, torches. Pour garder les fortifications, les citoyens à tour de rôle étaient obligés de passer la nuit sous les armes. Des amendes étaient données à ceux qui négliguaient de se rendre à leur poste. Des moulins furent construits à l'intérieur de la ville pour assurer l'autonomie de la cité. Pour consolider les gardes des remparts, le conseil de la cité décida d'embaucher une compagnie de brigands, soldats. Le 17 juillet 1540, un violent orage s'abat sur la cité. Un torrent de pierres et de boue dévale de la vallée des Combes, emportant tout sur son passage, dont une partie des remparts. La rue d'Urieux et le monastère Sainte-Claire furent particulièrement touchés. 32 personnes, dont de nombreuses religieuses, périrent noyées dans cette catastrophe. De 1562 à 1594, les guerres de religion voient les protestants et les catholiques se disputer la ville et sa forteresse qui contrôle le seul pont sur la Durance. En février 1562, la moitié des protestants de Forcalquier se réfugient à Sisteron. Après les premiers incidents qui voient les protestants saccager la cathédrale, briser son clocher et ses orgues. La ville est assiégée par les catholiques de Sommerive, lieutenant général du roi, en juin 1562. Elle est défendue par son père le comte de Tende et Paulon de Mauvan, avec 5000 hommes. Les chefs protestants avec près de 3000 personnes s'enfuient de nuit, à la faveur d'un violent orage le 4 septembre. La ville est prise le 6 septembre. Après les destructions subies au cours des guerres de religion et de part. Sa situation de verrou entre la Provence et le Dauphiné.
Henri IV envoie Jean Sarrazin, ingénieur militaire, pour fortifier le rempart supérieur, ponctué d'un puissant donjon. De 1590 à 1597, 2 enceintes successives au nord et 3 au midi, en un étagement d'ouvrages bastonnés, seront construites donnant l'aspect de la citadelle d'aujourd'hui. Elle viendra se souder au rempart enserrant la ville depuis le XIVe siècle. En 1617, les habitants de Sisteron se révoltent contre l'augmentation de la gabelle. La ville fut désarmée et privée de ses privilèges. En outre, les fortifications devaient être toutes rasées. Grâce à son évêque Toussaint de Glandève, la ville obtint du roi Louis XIII des lettres de rémission qui sauvèrent les fortifications. Au cours des 3 derniers siècles, la peste a frappé plus de 20 fois la cité. En 1630, la voilà de nouveau apportée par le régiment de Picardie et introduite dans des ballots de chanvre infectés et déposée rue Sonnery. On ferma les portes de la ville. En 1720, la peste arrivée à Marseille se propage dans toute la région. La ville s'organise et ses remparts et tours verrouillant la ville isolent face à cet ennemi qui répand la mort et la terreur. Alors que la ville commence à s'ouvrir hors des remparts, ceux-ci commencent à être détruits quand cela est nécessaire. En 1830, quelques édiles libertaires nourris de la Révolution réclament que les tours vestiges de féodalité fussent abattus. Certainement ils ignoraient que les tours qu'ils voulaient jeter bas avaient maintes et maintes fois sauvé leur cité et sauvegardé justement cette liberté au nom de laquelle ils voulaient les abattre. Heureusement des esprits mieux éclairés se mirent en travers de ce projet. Ils alertèrent Paris et obtinrent en 1848 de Prosper Mérimée que les tours fussent préservées. À la fin du XIXe siècle, Saint-Marcel Esséric, le photographe cistronnais, nous fait découvrir les tours et le restant des remparts existants au travers de ces clichés. Elles sont en mauvais état. Heureusement, les tours restantes sont classées monuments historiques en 1875. En 1907, les tours sud sont remises en état. 1944 marquera à jamais l'histoire de ces fortifications. Le 15 août vers 16 h, les avions américains bombardent le pont de la Baume. La porte du Dauphiné et les fortifications de la Gardette sont complètement détruites. Elles ne seront jamais reconstruites. Rendez-vous au pied de la citadelle pour découvrir la ville et la tour du fort. De la tour du fort, nous voyons dans l'alignement la tour des gendarmes. Cette ligne de 200 mètres environ marque les fortifications côté ouest. La tour du fort est la plus petite. Elle n'abrite qu'un seul étage équipé de 2 archères. Vers 1849, la défense a été tournée vers la citadelle. Nous voici sur la façade sud des fortifications. La tour de l'angle sud-ouest s'appelle la tour des gendarmes. Elle est défendue par les archères, fentes de tir simple, et arbalètrières, fentes cruciformes. Les mâchicoulis ont été tronqués lors de la pose du toit actuel en 1826. La tour doit son appellation à la gendarmerie à cheval qui l'utilisait comme grenier à foin au XIXe siècle. Construite en 1370, comme toutes les tours, la tour de la Médisance a conservé ses consoles de mâchicoulis, son escalier rampant et 6 arbalétrières réparties sur les 2 premiers niveaux. La gorge ou face plate côté ville est ouverte de 3 grandes arcades superposées. Entre cette tour et la tour des gendarmes s'élevait la porte dite de Provence. En forme de carré, elle fut détruite en 1850. La tour Notre-Dame a été restaurée après 1944. Elle est identique aux 2 autres tours qui l'encadrent. Elle doit son nom à sa proximité avec l'ancienne cathédrale Notre-Dame de Pommery. La tour du collège est semblable aux 2 tours voisines Médisance et tour Notre-Dame. Elle s'en différencie par la voûte en berceau sur baiser qui couvre son rez-de-chaussée. Cette tour doit son nom au collège situé à l'arrière dont la construction en 1892 aurait entraîné la destruction sans le classement au monument historique. En 1812, Sisteron dispose du cadastre napoléonien. Ce cadastre parcellaire nous montre la ville enserrée dans les fortifications. La ville comptait 19 portes, 8 tours et plus de 1300 mètres de remparts. Les remparts ont été détruits entre 1830 et 1850 ainsi que certaines tours. La ville s'est ouverte à l'ouest et au sud. Côté et les remparts descendaient en direction de la Durance et longeaient celle-ci quasiment jusqu'au pont de la Baume. À voir des rares portes existantes, le portail de l'Asnières et Fontchaude. Les photos anciennes nous montrent l'importance de la porte du Dauphiné avec l'octroi. Voici l'histoire des tours et des remparts terminée. Si cela n'est déjà fait, je vous invite à poursuivre votre visite en rentrant dans la ville. Vous y découvrirez des petites rues pittoresques pleines de charme avec des andrones et des couverts où le Moyen-Âge se prolonge dans l'ombre des vieux murs.